L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Justice Démocratie qui vous parle aujourd'hui d'un sujet pas comme les autres. Il s'agit de la cybercriminalité, l'une des formes de criminalité les plus dangereuses du monde contemporain et dont le mode opératoire se fait à partir d'un ordinateur. Ce sont des milliards qui sont engloutis chaque année. En Afrique, la question reste entière et en Guinée, elle reste grandement ouverte. Et justement, l'émission Justice et Démocratie s'y est engouffré pour en savoir. Et justement, pour en savoir, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale M. Yaya Camara. M. Yaya Camara est officier de sécurité à Interpol. Interpol, c'est la police internationale et il est point focal de la lutte contre la cybercriminalité en République de Guinée. Avec lui dans cette émission, M. Mami Moustapha Diaby. Il est le directeur général de l'ARPT, c'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications en République de Guinée. Très chers invités, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais commencer justement par vous, monsieur Yaya Camara. Vous êtes de Interpol. Interpol, je précise que c'est la police internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question, justement, usitée un peu partout à travers le monde, la cybercriminalité, est-ce qu'elle constitue une réalité de préoccupation pour la Guinée? Je répondrai par oui que ce phénomène existe bel et bien en Guinée de la plus belle manière ou de la plus mauvaise manière. Parce que, comme je disais, la cybercriminalité, quand on prend dans le contexte actuel, c'est une infraction pénale qui se commet sur ou au moins d'un outil informatique qui est relié avec un réseau. Il y a beaucoup de définitions, mais techniquement, beaucoup de gens sont unanimes sur cette définition parce qu'il faut avoir un outil informatique et une connexion Internet pour pouvoir commettre ce qu'on appelle la cybercriminalité. Alors, sur ce, pour Interpol a défini et a divisé la cybercriminalité sur 3 axes principaux. Il s'agit des attaques sur les ordinateurs ou sur un système donné, ça s'appelle les botnets ou bien les malwares ou bien les spyware. Donc c'est les termes techniques que nous utilisons pour identifier le sujet. Alors, que vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire un malware ou bien un spyware ou bien un botnet, ce sont des logiciels malveillants que le cybercriminel peut installer à partir d'un point A. Il peut se trouver par exemple à Honolulu et qu'il commande des ordinateurs à distance en Guinée, au Libéria ou en Europe ou un peu partout. Et là, ils utilisent des logiciels espions pour injecter dans votre système. Alors, ça, c'est une première catégorie ou bien une première qualité de cybercriminel. Alors, le second type, c'est quoi? Le second type, c'est ceux qui commettent des crimes financiers ou économiques. Et c'est là que nous allons parler de l'escroquerie en matière de cybercriminalité. Alors, il y a la troisième catégorie qui sont des abus. Là, vous avez la pédocriminalité, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle des enfants ou bien la pornographie. Et dans ces 3 catégories-là,
Tout le monde peut y se trouver. Vous et moi sommes tous vulnérables à partir de là. Parce que là, nous avons toujours, par exemple, des gens qui ont... tout le monde aujourd'hui, la quasi-totalité des intellectuels, ont au moins un compte Facebook, un compte Twitter, ou sont sur Viber, ou sur Imo, sans savoir pour autant le danger que cela pourrait représenter dans le cadre d'une attaque cybercriminelle ou dans le cadre de la cybercriminalité. Donc, ce sont ces trois grandes parties-là dont nous avons essayé de vous en parler un peu. Et sur tout ça, nous allons parler que de deux points essentiels que nous vivons essentiellement en Guinée. Et cela, il s'agit par exemple du 419. Le 419, c'est l'escroquerie à la nigériane, c'est le nom technique. Et nous allons parler de l'hameçonnage aussi. Donc là, ce sont ces deux sujets principaux sur lesquels je vais m'atteler réellement afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Bien. Dans le cadre de la Donc, lutte contre la monsieur Diaby, cybercriminalité. par rapport à la même question, est-ce que le phénomène, la menace criminelle à partir justement de ce phénomène cybercriminalité, est-ce que la problématique est entière dans notre pays? La cybercriminalité de nos jours est un phénomène global qui existe partout. Mais cela doit être compris comme étant la conséquence du développement des technologies de l'information et de la communication. Quand vous développez un outil qu'il faut mettre à la disposition de la population, à la disposition des usagers, parallèlement, il y a des esprits malins qui utilisent les facilités apportées par cet outil pour faire du mal. Mais la particularité de la cybercriminalité, c'est cette forme de criminalité commise dans le cyberespace, dans un environnement virtuel. Et la virtualité de l'acte commis, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas a priori définir le positionnement géographique du malfaiteur, rend un peu plus complexe. C'est-à-dire que le malfaiteur, ce n'est pas la criminalité classique. C'est pas la criminalité Vous avez quelqu'un classique. qui est armé. À partir, cette fois, justement, tout se joue à partir de l'ordinateur. C'est dans le cyberespace. C'est ce qui explique la complexité de cette forme d'infraction qui est commise à travers un terminal généralement connecté à un réseau. Le criminel peut être basé aux États-Unis, En Guinée, il opère en partout. Guinée, ou alors il opère à Jakarta en Indonésie. Voilà. Et le fait qu'il n'existe pas de nos jours d'instruments juridiques ou judiciaires communs à tous les pays rend encore plus complexe la gestion concertée de la lutte contre la cybercriminalité. Mon frère Camara a parlé tout à l'heure des différentes catégories. Ça, c'est une catégorisation pour permettre au commun des mortels de comprendre. Bien. La première catégorie, ce sont la cybercriminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire, sans les technologies de l'information et de la communication, ce type de criminalité ne peut pas être commis. Les crimes liés à l'attaque des cartes bancaires et autres. Il y a une autre forme de criminalité qui est, la première est spécifique aux technologies de l'information. Il y a une deuxième qui est liée aux technologies de l'information, une troisième qui est facilitée par les technologies de l'information et de la communication. Donc en Guinée, comme dans tous les autres pays, ce phénomène existe. Il a existé avant aujourd'hui. Il se développe. Les malfrats se professionnalisent davantage et il va exister. Maintenant, du point de vue institutionnel, tous les États, tous les démembrements de l'État doivent d'abord avoir conscience. Bien, on reviendra justement sur les remèdes à envisager. Nous avons évolué avec le constat. Et tout à l'heure, vous avez parlé, vous êtes d'accord sur le fait que, n'est-ce pas, cette forme de criminalité, elle existe en Guinée. Vous avez parlé de la méthode nigériane. Qu'est-ce que cela veut dire, M. Camara, au niveau de la police internationale? Le 419, c'est le titre d'un article qui a été publié à partir d'un journal au Nigeria, parce qu'on avait compris que les citoyens européens, américains et même un peu en Afrique étaient victimes d'arnaques. Et cette arnaque se faisait comment? Et ça a commencé par des colis postaux. Et ça a commencé par des messages
qu'on envoyait dans les adresses mail des gens pour leur dire que je suis un tel. Et il vous explique par exemple, quand on connaît des pays qui viennent de sortir par exemple de la guerre, notamment la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone ou la Guinée-Bissau, et l'intéressé se fait dire que je réside dans ce pays, mais mon papa était un tel et il avait déjà gardé une forte somme d'argent pour moi avec une société de sécurité. Peu avant sa mort, j'ai pu avoir accès à sa maison et puis j'ai trouvé qu'il avait les reçus de ça là-bas. Donc la personne prend attache avec vous et vous expose ses faits. Il vous met en confiance. Alors en vous mettant en confiance, il vous dit que je voudrais vous faire bénéficier de cet héritage que j'ai de mon père, mais par ricochet, il a besoin que vous fassiez un transfert d'argent à son nom, à une adresse dans un pays. C'est une forme d'arnaque. Exactement. Donc là, c'est une forme d'arnaque qui est vraiment très répandue et donc on a vu que la quasi-totalité des gens qui le faisaient, c'était presque des gens du Nigeria. Donc on a nommé ça que c'est l'escroquerie à la nigériane. Et le titre de l'article, ça fait le 419, c'est-à-dire 419. Aujourd'hui, M. Camara, il y a que beaucoup de nos jeunes, n'est-ce pas, sont très friands de l'ordinateur, ils sont sur Facebook, ils sont tout le temps connectés. Est-ce qu'il y a des dangers liés à ça par rapport à la cybercriminalité? Le danger par rapport à ça est immense. Et parce que aujourd'hui, les gens ne connaissent pas réellement comment il faut faire avec l'Internet ou comment s'y prendre. Parce que aujourd'hui, par exemple, des filles ou des jeunes veulent aller étudier en Occident, ou les filles veulent se marier à quelqu'un qui se trouve en Occident. Alors vous pouvez avoir un individu derrière l'ordinateur, vous ne connaissez pas, il vous présente une belle photo, une très belle villa, se disant que par exemple il est là-bas, il y vit là-bas et ses affaires sont en train de fleurir. Alors dans cet échange de mails ou bien de messages dans Facebook ou sur Viber ou bien sur on appelle d'autres réseaux sociaux, alors il vous appâte, il parvient à gagner votre confiance et vous êtes partant avec lui. Mais arrivé à un moment, vous ne pouvez pas voir la personne, c'est les photos que vous voyez, et par fini, il peut vous demander, il dit, je voulais venir chez vous. Et vous savez que pour venir chez vous, il faut au moins un visa, un ticket d'avion, des frais d'hébergement. Il va créer toutes sortes de faux problèmes pour que vous lui fassiez un transfert d'argent. Et quand là encore, vous êtes victime d'arnaque. Exactement. Quand vous faites ce transfert d'argent, au but de fil, il trouve un argument pour reporter son programme ou pour dire autre chose, juste pour masquer votre esprit. Alors là, vous allez rester dans cet espoir-là à voir votre bien-aimé ou bien à aller étudier dans votre université de Cambridge ou bien de Boston ou bien de ceci ou de cela, mais qui ne va jamais réussir, qui ne va jamais arriver. Parce que tout simplement, vous avez un arnaqueur derrière son petit ordinateur portable ou son Monsieur Diaby, il y a que vous gérez justement, je l'ai dit, les opérateurs de la place. Est-ce que vous avez rencontré des plaintes du genre ou alors vous avez quand même quelque chose qui explicite, n'est-ce pas, le constat fait par M. Camara? Il faut voir d'abord toute la sphère de la cybercriminalité. L'intrusion, le fait que quelqu'un s'introduise dans votre machine, dans votre réseau, dans votre base de données, sans autorisation, est un acte classé dans la catégorie de la cybercriminalité. L'interception, ce qu'on appelle communément l'écoute non autorisée, fait partie des crimes parce qu'on viole votre intimité, on viole un certain nombre d'informations relatives à votre vie privée. La manipulation des données à caractère personnel fait partie de la criminalité dans le cyberespace. Mon frère Camara a parlé tout à l'heure de la pédophilie infantile. Tout ce qu'on peut commettre à travers les réseaux et qui peut porter préjudice à quelqu'un est classé dans la catégorie des cybercriminels. S'agissant de la Guinée, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes de plusieurs formes d'attaques, plusieurs formes d'abus à travers le réseau, à travers la facilité offerte par les technologies de l'information et de la communication. Certaines personnes viennent vers nous
se disant que l'autorité de régulation des postes et télécommunications est une institution qui peut trouver solution à mon problème. Et la première réponse, d'abord, la première réaction à notre niveau, c'est d'abord d'essayer d'expliquer à la personne, de sensibiliser la personne sur l'importance des outils que la personne utilise, sur les dangers aussi, l'accessoire qui va avec. Parce qu'il ne faut pas simplement voir le côté cybercriminalité et dire qu'il y a un problème. Il y a beaucoup plus d'opportunités avec les technologies de l'information et de la communication que de dangers. Oui. Donc, il faut, à mon avis, encourager l'utilisation des outils mis à disposition par les technologies de l'information et de la communication, tout en sensibilisant les gens sur les dangers potentiels qu'il y a dans leur utilisation et comment est-ce qu'il faut se prémunir. Donc nous recevons effectivement quelques interpellations que nous essayons de gérer sur le plan technique, mais la plupart des problèmes, la plupart des questions relatives à la cybercriminalité doivent d'abord être encadrées à travers des textes légaux et réglementaires. Bien. Alors, donc, vous avez parlé de la pédopornographie, justement, à travers le net, à travers la cybercriminalité. Est-ce que ces manifestations se ressentent ici? Au début, il a bel et bien dit que la cybercriminalité se passe dans un espace virtuel. Alors, la précision que je voudrais donner, nous avons quitté de la criminalité traditionnelle et nous sommes arrivés à la criminalité virtuelle. Donc l'espace dans lequel se commet cette criminalité-là s'appelle le cyberespace. Mais malheureusement pour nous en Guinée, nous vivons dans ce qu'on appelle le cyberparadis, avec l'accueil de la fibre optique, avec l'augmentation des débits de communication, avec c'est-à-dire le boom des antiques et puis des cybercafés, hein, ça fait qu'aujourd'hui, le Guinéen est en danger potentiel. Sans pour autant avoir des moyens, non seulement légaux, juridiques, pour pouvoir lutter contre ce phénomène, sans pour autant avoir des outils techniques pour lutter contre ce fléau, et sans pour autant avoir la formation et les renforcements de capacités qu'il faut pour lutter contre ce fléau. Bon, moi, j'ai suivi récemment, justement, en France et d'ailleurs un peu partout, on parle de milliards, justement, d'arnaqués du fait de la cybercriminalité. Oui. Comment cela se manifeste pour la compréhension de mes téléspectateurs? OK. Et vous avez vu, c'était au mois de juin que la télévision française TV5 a été victime de cyberattaques. On appelle ça le cyberterrorisme, tout simplement parce que les djihadistes ont pu rentrer dans le système informatique de TV5 Monde et ils ont exprimé ce qu'eux, ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. À l'occasion de ça, la France a débloqué près de 69 milliards d'euros pour pouvoir faire leur cyberprotection. Parce que là, ça s'appelle, c'est un espace virtuel, c'est la guerre des machines, c'est la guerre des intelligences. Alors, comme je le disais tantôt... C'est-à-dire que le cybercriminel, ce n'est pas un lumpen prolétaire? Non, ce n'est pas un petit malfrat du quartier qui se prépare pour aller vous voler, pour aller rentrer dans votre prendre votre voiture ou bien prendre un objet pour